Maintenant, nous sommes rendus aux structs. C'est un aspect de la programmation qui est assez facile à apprendre. Ça a un lien étroit avec les classes, vous allez voir très rapidement. Et on va voir autre chose aussi dans cette capsule vidéo qui est un peu l'allocation de mémoire. Comment est-ce qu'on joue avec la mémoire en C Sharp, étant donné que ça a un lien étroit en fait avec les structs quand on veut les comparer avec les classes. Donc, les structs, c'est quoi? Struct, c'est pour structure, c'est des données, des structures de données qui sont simples, en fait. On va utiliser les structs, par exemple, quand on fait un jeu, je sais pas si on veut instancier des tours de défense qui vont lancer des projectiles à notre personnage. Ça, ce serait une façon intéressante de l'utiliser. Il y a quelques différences avec la classe, mais grosso modo, ça sert à peu près à la même chose, mais en plus simple. Plus simple veut dire aussi plus léger et plus restreint comme utilisation. Mais avant de vraiment montrer comment est-ce qu'on travaille les structs et comment est-ce qu'on déclare un struct, comment on crée l'objet struct, on va aller voir ensemble comment est-ce que ça fonctionne dans notre ordinateur. Notre programme, en fait, il peut allouer de la mémoire à deux endroits. Il peut stocker des trucs à deux endroits, dans le stack et dans le heap. La différence, en fait, c'est plus qu'est-ce qu'on va mettre dans quoi. Ce qu'on va mettre dans le stack, c'est ce qu'on appelle tous les value types, les types de valeurs, les valeurs de type, bref, les value types. Et ce qu'on va mettre dans le heap, c'est des reference types. Et vous allez voir pourquoi reference, c'est parce qu'on réfère à de la mémoire dans le heap, mais on n'est jamais directement dedans. Donc, on va commencer par l'exemple le plus simple. Dans le stack en value type, il y en a plusieurs trucs. Les structs, ça en est justement, on va parler de value type. Les variables sont des value types, les instances sont des value types. Si on fait un exemple le plus simple possible avec une variable, on pourrait prendre une integer qu'on va appeler num1. Si on fait la même chose avec une autre variable, on a num2. Donc, vu qu'on est dans le stack, on va avoir un espace indépendant pour chaque variable. Donc, ce qui fait que si je donne la valeur 5 à ma variable 1 ici, mon num1, et que je dis num2 est égal à num1, ça va lui donner aussi la valeur 5 et non la valeur num1. Même si on réfère entre guillemets à num1, ça ne le réfère pas. Ça copie et ça colle une nouvelle variable. Ça crée un nouvel espace dans la mémoire, dans le stack. Et on va faire un test avec ça, juste pour vous montrer un petit peu plus concrètement comment ça fonctionne. Okay? On arrive, on crée notre int num1 est égal à 5. Et on crée int num2 est égal à num1. Là, si on fait cw console write et on fait n1 plus num1, juste pour avoir la valeur de num1, et on fait la même chose avec num2. Hop, j'essaie d'utiliser ma souris le plus possible pour que vous voyez où je tape. Vous en convenez comme moi que ça devrait donner 5 et 5, parce que num2 est égal à num1. Et voilà. Donc ça fonctionne. On est 100% logique par rapport à ça. Si on fait num1 plus après nos console write line et après on réimprime nos valeurs finalement, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça fait simplement la logique procédurale. Ça veut dire int num1, lui on lui donne la valeur 5. Donc on écrit 5 ici. Int num2, on dit qu'il est égal à num1. Mais en ligne de compte, ce qu'on lui dit vraiment, c'est qu'il est égal à la valeur. Vu que c'est un value type, il est égal à la valeur de num1. Donc c'est pareil comme si on écrivait 5 ici. Ça change rien. Après ça, si on fait num1 ça veut dire que num1 devient 6. Qu'est-ce qui se passe avec num2? Il reste 5. Parce qu'ils ont chacun leur espace indépendant de mémoire. Donc 5, 5, après ça on augmente de 1, ça devient 6 et 5 parce que le deuxième espace n'a pas été touché d'aucune façon. Donc ça c'est ce qu'il y en est pour le value type sur le stack. Si on donne un autre exemple avec des listes. Donc on va faire la même chose. On va faire ma liste 1 puis ma liste 2. J'ai mis un point virgule, je sais pas trop pourquoi. Oh. Désolé, je suis un peu en train de faire n'importe quoi avec mon clavier. Ma liste 1. Bon, finalement, je vais l'avoir. Hop, on lui met ça ici et on fait ma liste 2.
Et là, on a créé des listes. Parce que là, je ne sais pas si je l'avais dit, je vais me répéter. Le stack, c'est les variables, les instances, les structs, quelques autres trucs, mais on les verra au cours quand on en rencontrera d'autres, je vous les dirai. Le heap, on pourrait donner l'exemple de la classe qui est qui a un reference type. On pourrait donner la liste, justement, qui est un reference type. Les arrays, à la limite. Quelques trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on fait ma liste 1, ma liste 2, la réalité, c'est qu'on ne crée rien dans le stack autre qu'un pointeur. Petit terme intéressant à connaître en programmation. Ça veut dire que c'est finalement seulement un point de référence à un espace de mémoire dans le heap. Donc, si on dit que ma liste a 2 items dedans, ma liste 1 a 2 items, ben, si je dis que ma liste 2 est égale à ma liste 1, ben, ça va revenir exactement au même. Et si j'en enlève et si j'en ajoute, ça va toujours rester cohérent. Ils sont dépendants un de l'autre parce qu'ils vont chercher leurs données dans le même espace de mémoire sur le heap. Donc, si on donne un exemple concret de ça, on va faire une liste d'integers simplement. Ma liste 1 est égale à new list int parenthèse, parenthèse, et voilà. Et on va faire la même chose, ou presque. List integer, ma liste 2 est égale à ma liste 1, point virgule. Et là, si on fait ma liste 1.add, et qu'on écrit, je sais pas, un integer au hasard comme ça, et qu'on fait cw, je vais mettre un L1 plus ma liste 1.count pour savoir combien qu'on a d'éléments dans la liste simplement. Et CW L2 plus ma liste 2.count. On va avoir encore là la même chose. On va avoir un élément. Donc ça va faire 1 et 1. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, j'ai ajouté ça dans la liste 1. Je pourrais faire ici ma liste 2, parenthèse carré, la position 0 pour afficher le premier élément finalement de la liste, le seul qui existe, et on va avoir le chiffre aussi. Donc qu'on l'ajoute ou qu'on le supprime, qu'on fasse ce qu'on veut avec les listes, c'est le même espace de mémoire. Donc ça change rien sur lequel on a un impact. Donc ça vous donne une idée qu'on pourrait faire la même chose aussi avec une classe. Donc j'ai juste pas réimprimé, si on fait hop, on devrait avoir 0 sur les deux. Donc voici la petite différence, la petite parenthèse théorique en fait sur le stack et le heap, comment ça fonctionne. Et c'est important à comprendre parce que dans le fond, le struct, il faut comprendre qu'il est justement sur le stack et la classe, elle, est sur le heap. Donc c'est presque la même chose, mais on joue la mémoire d'une façon différente et c'est là que ça devient un peu intéressant. Quand est-ce qu'on va se servir des structs? C'est quand on a besoin d'instancier plusieurs fois la même chose simple. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça de plusieurs façons. On aurait pu créer un autre fichier, mais là, je vais le faire juste ici pour le plaisir de la chose. On va faire un struct. On va appeler ça, je sais pas moi, une tour de défense. Peu importe. Et on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est la base d'un struct. Vous voyez que c'est un peu la même syntaxe, excepté le fait que c'est struct au lieu de classe. Et il y a quelques petites différences notables qu'il faut prendre en compte. Premièrement, si on prend un property, ou pas un property, mais une variable par exemple, on disait public int résistance, on ne peut pas lui assigner de valeur. Vous voyez, Tower Defense cannot have instance property or field initializers in structs. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on ne lui mette rien d'autre que ça. Et on pourrait mettre des properties aussi, on fait juste se simplifier étant donné que c'est un exemple. Parce que si on était dans la bonne chose, on ferait int et on ferait un prop int pour résistance. Mais vous comprenez le principe, on n'a juste pas beaucoup de temps à régler ça, donc on va garder notre appellation publique pour ça, pour raccourcir la vidéo, vous comprenez, sinon allez retourner voir les properties, c'est super important.
Et après ça, il y a un autre aspect intéressant, c'est que quand on fait une méthode constructeur, donc Tower Defense comme ça, on n'a pas le choix de lui passer un argument. Donc int, je pourrais écrire Actual Resistance. Et après ça, je pourrais dire résistance est égale à Actual Resistance. Comme ça. Et voilà. Donc ça me fait une méthode constructeur qui fonctionne. Et après ça, on instancie ça de la même façon qu'on ferait avec un objet standard, une classe, c'est-à-dire un objet de classe. On fait Tower Defense, le nom de la tour, je sais pas, FL est égal à New Tower Defense. Donc, et après ça, on pourrait, si on avait des méthodes, si on avait des méthodes ou des... on peut pas faire énormément de méthodes en fait dans un struct, c'est une des limites qu'il y a, mais on peut en faire quand même. On pourrait y avoir accès à le public test, public void test, parenthèse, CW, hello, et on peut faire fl.test. Et ça fonctionne. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les structs. Vous allez les utiliser beaucoup moins souvent que les classes, là, ça c'est clair, parce que sauf que ça devient un peu plus complexe, on n'y arrive plus avec les structs et c'est pas nécessairement la bonne façon de gérer la mémoire. C'est vraiment plus pour les choses très simples qui reviennent en très grand nombre. C'est peut-être la meilleure façon de l'imager. Donc, j'espère que vous avez bien compris. On poursuit dans la prochaine étape. On arrive dans l'avancée, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, il nous manque l'héritage. Ah oui, ça c'est fantastique. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo pour l'héritage.